Le régime corrompu d'Alassane Ouattara. Le masque tombe. Le voile tombe enfin sur le régime dictatorial d'Alassane Dramane Ouattara, un système gangréné par la corruption et l'impunité. Pendant plus d'une décennie, le despote ivoirien s'est drapé dans le manteau du redresseur économique, faisant miroiter aux Ivoiriens un avenir radieux. Mais derrière ce rideau de chiffres gonflés et d'infrastructures tape à l'œil, la réalité est tout autre, celle d'un régime corrompu, accaparant les richesses du pays au profit d'une élite proche du pouvoir. J'avais le sentiment qu'un fonctionnaire était indélicat, on prenait des sanctions contre le fonctionnaire. Alors maintenant, dire que c'est un gouvernement de réconciliation, je suis désolé parce que si moi, Laurent Gbagbo, chef de l'État, m'appelait pour me dire il y a tel ministre de ton parti sur lequel on a des preuves matérielles précises après enquête, donc dans une affaire de corruption, je te demande de le remplacer, je l'aurais fait parce que je ne tolère pas la corruption. Je ne veux pas qu'un de mes ministres soit en fonction, en train de piller les deniers de l'État. Ça, je trouve ça inacceptable. Parce qu'à force de couvrir ces gens-là, on va penser que c'est moi. Alors que je me considère un homme honnête. Et par conséquent, il fallait me le dire. Moi, je t'aurais dit, avec les preuves, écoutez, on se débarrasse de cette personne, on nomme d'autres. Mais ceci étant, donc pour l'audit généralisé, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, j'avais prévu de le faire, puisque je crois que lundi matin, tu auras l'occasion de me féliciter. Est-ce que quelqu'un a détenu dans ce pays-là plus que l'UED? Mon Dieu. Est-ce que quelqu'un a détenu dans ce pays plus que l'UED? 500 milliards dans la filière café-cacao. Aucune enquête judiciaire. Rien. Rien. Vous avez détourné l'argent. Mais, attends. Vous avez détourné l'argent de la réhabilitation de l'université. J'ai enquêté sur le FDFP et j'ai révélé que cette entreprise-là, son dirigeant avait près de 7 milliards. J'ai produit toutes les preuves. On m'a convoqué à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Ils ont porté plainte contre moi, en passant par le procureur de la République. C'est-à-dire que j'ai dénoncé un voleur. Et on me fait convoquer à la brigade de recherche. Et on me dit, alors que ce monsieur-là, il facturait les clés USB, là, les clés USB qu'on paye à 16 000 francs maximum, là, les 32 gigas ou bien combien de gigas, là, à 16 000 maximum. C'est 2 000, 3 000, 5 000, pas plus de 6 000. Voilà, ce gars-là, il facturait les clés USB à 150 000 francs. Mon Dieu. Les parapluies qu'on vend dans la rue pendant les saisons de pluie à 2 000 là. Ce gars-là les facturé à 200 000 francs un parapluie. Oui, et moi j'ai produit toutes les preuves. Les décaissements, j'ai tout produit. Les numéros de compte bancaire où l'argent partait, j'ai tout produit. Au lieu qu'on mette le gars aux arrêts, c'est moi qui ont convoqué. J'ai été interrogé de 8h à 19h. Mon Dieu. Je n'ai eu la chance de sortir en liberté que parce que j'avais toutes les preuves. Et même les officiers qui m'ont interrogé, quand il a fini de produire toutes les preuves, ils ont dit, mais vraiment, ce pays-là nous fatigue. C'est ceux qui ont porté plainte contre le journaliste qu'on doit mettre en prison. Et c'est nous, on nous demande de fatiguer le journaliste. J'ai été interrogé pendant près de 8 heures. J'ai produit toutes les preuves. Et comme ils ont vu que j'avais toutes les preuves, l'affaire s'est arrêtée là. Mais en revanche, le procureur n'a pas poursuivi le voleur. Ni venu connu. Et l'affaire est restée là comme ça. Après ce monsieur-là, tranquillement, ils l'ont enlevé et il allait bouffer son argent aux États-Unis. Bon, après ils ont mis un autre. Et ça c'est récemment ça. Et les deux sont arrivés ensemble avec le ministre Joël Nguessan. Joël Nguessan était le président du conseil, l'autre était le secrétaire général du conseil. Et donc celui qui gérait au quotidien l'entreprise. Donc Joël Nguessan était comme une sorte de PCA. Et vous avez dû apprendre récemment qu'il y avait une crise au FDFP. Oui. Le ministre Joël Nguessan a décidé de débarquer le directeur de l'école, du fonds. Hein? C'est un fonds de développement. C'est l'argent qu'on met là-bas. Toutes les entreprises de Côte d'Ivoire cotisent, on dépose l'argent là-bas. L'État aussi envoie de la subvention. C'est des milliards qu'on doit prendre pour renforcer les capacités et ça est là-bas. Et Joël Nguessan dit qu'il a découvert que le gars a pompé 4 milliards en moins de 2 ans. Mais après, il n'y a pas eu de poursuite. Une économie confisquée par une oligarchie. Sous le régime Ouattara, la croissance économique tant vantée ne profite qu'à une minorité privilégiée. Les multinationales, bras armés de ce système, accaparent les ressources naturelles, tandis que les populations locales ne récoltent que des miettes. Les marchés publics, attribués sans aucune transparence, finissent dans les mains de proches du pouvoir ou de leurs entreprises fictives. Les contrats juteux, eux, sont signés à huis clos dans les bureaux feutrés du palais présidentiel, loin des regards du peuple. Les grands travaux qui ornent les villes ivoiriennes ne sont que la façade d'un système où des milliards disparaissent dans des poches bien garnies. Pendant ce temps,
La pauvreté, elle, progresse dans les campagnes et même dans les quartiers populaires des grandes villes. La prospérité promise par Alassane Ouattara n'est qu'un mirage pour des millions d'Ivoiriens. La troisième grande préoccupation, c'est le logement. L'engagement de fonds, ce sera comme aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, chaque Américain a droit à un toit. Donc je m'engage à ce que chaque Ivoirien ait un toit. Chaque année, je ferai construire 50 000 logements à coût réduit par des professionnels compétents pour les familles aux revenus modestes. Et nous avons chiffré cela. Vous pourrez être propriétaire de votre maison, une maison qui coûtera 5 millions de francs CFA, et cette somme sera financée par un prêt bancaire remboursable sur 25 ans à raison de 25 000 francs par mois. La gestion clanique des affaires de l'État. Comment expliquer que des personnalités proches du chef de l'État se retrouvent à la tête des grandes entreprises publiques du pays? Pourquoi les mêmes noms reviennent-ils toujours dans les plus grandes transactions de l'État? La réponse est simple. Le népotisme est devenu la règle sous le tyran Ouattara. Le clanisme gangrène l'administration ivoirienne, où les postes clés sont attribués non pas sur la base du mérite, mais plutôt sur celle de la loyauté envers Alassane Ouattara et ses proches. Le club des milliardaires qui gravitent autour du vieux Grigou n'est plus un secret pour personne. Châteaux, voitures de luxe, comptes bancaires à l'étranger, ces caciques du régime mènent une vie de nabab pendant que l'Ivoirien lambda peine à joindre les deux bouts. Et malheureusement, il y a une détérioration. Je connais les souffrances des uns et des autres. Je sais que la plupart des prix ont doublé depuis 10 ans. Que ce soit le riz, que ce soit l'huile, que ce soit certaines denrées primaires, ainsi de suite. Je voudrais leur dire que moi, je suis d'abord un économiste. Et donc, je vous demande de me faire confiance. Le programme que je prévois, c'est de résoudre le problème économique et social du pays. Et ça se fait par plusieurs moyens. Je n'ai pas beaucoup de temps de rentrer dans les détails, mais fondamentalement, le problème de la dette sera réglé l'année prochaine à cause des élections. Laurent Gbagbo l'a dit, et je crois que nous devons tous nous en féliciter. Un Alassane Ouattara en quête de pouvoir absolu. Le troisième mandat illégal et inconstitutionnel en 2020 est le summum du mépris pour le peuple ivoirien. En piétinant la parole qu'il avait lui-même donnée de ne pas se représenter, le dictateur des lagunes a montré qu'il n'a qu'un seul objectif, s'accrocher au pouvoir coûte que coûte. La démocratie ivoirienne est devenue un théâtre où les élections sont un simulacre et où l'opposition est muselée. C'est une nouvelle constitution pour la Troisième République de Côte d'Ivoire. Mais j'ajoute que ce n'est pas pour essayer de briguer un troisième mandat. La limitation de 2 mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Et je peux vous assurer que je ferai en sorte que le RHDP continue de gagner ces élections. Oui, pour nous permettre en 2020 de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Oui. Oui. Merci. Merci à vous. Voyez-vous, chacun a la possibilité de servir son pays. C'est Roosevelt qui le disait, mais tous ne le servent pas de la même façon. C'est important de se dire que les générations se renouvellent. Voyez-vous, en France,
La France a aujourd'hui un président qui a 40 ans. Lui qui a 40 ans, je ne veux pas dire que je suis trop vieux. Mais cela donne à réfléchir. Et le monde change. Le Premier ministre d'Autriche a 31 ans. Le Premier ministre de Belgique a 38 ans. Et ainsi de suite. Nous devons travailler, le président Bédié et moi, la main dans la main, pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du cadre. À l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Oui. Cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Oui. Une jeune génération en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens, honnêtes, compétents et expérimentés, qui ont appris à nos côtés, comme nous l'avons fait, aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Par cet acte, je vais donner la possibilité à des Ivoiriens plus jeunes de poursuivre l'œuvre de modernisation de notre pays et de conduire la destinée de notre nation avec toute l'énergie nécessaire. Je veux aussi assurer les conditions d'une passation de pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre, pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les journalistes et activistes qui osent dénoncer cette dérive autoritaire sont persécutés, emprisonnés ou contraints à l'exil. La liberté de la presse, autrefois un bastion de la démocratie ivoirienne, est désormais sous contrôle, tandis que les médias d'État chantent les louanges d'un chef de l'État sourd aux souffrances de son peuple. L'heure de la révolte citoyenne. Mais les Ivoiriens ne sont pas dupes. Derrière les discours mielleux et les promesses du vieux Grigou, ils voient la vérité, celle d'un régime qui les exploite. La colère gronde et il ne fait aucun doute que le peuple, assoiffé de justice et de vérité, se soulèvera tôt ou tard contre ce régime corrompu. Écoutez, l'économie ivoirienne malheureusement ne se porte pas bien. Moi je ne suis pas très heureux ou très content de le dire. Je pense que pas les chiffres, mais la réalité est là. Les Ivoiriens le disent au quotidien, les Ivoiriens souffrent, les prix des denrées alimentaires ont augmenté, que ce soit le sucre, l'huile, le savon, etc. Il y a tout de même des problèmes majeurs dans l'économie nationale. Alors, à toute chose, il faut connaître les causes. Pour moi, la cause, c'est peut-être le fait que l'allocation des ressources n'a pas été bonne. Alassane Dramane Ouattara, tu as bâti ton règne sur le mensonge, l'injustice et la corruption. Mais chaque empire de sable finit par s'écrouler sous son propre poids. Les Ivoiriens méritent mieux et bientôt, très bientôt, ils réclameront ce qui leur revient de droit. Les Ivoiriens veulent entendre la comparaison des bilans, la comparaison des projets, la comparaison des programmes. Alors quand on est incapable de gérer le pays, on quitte
Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.